On va passer à la présentation suivante, qui est celle donc, du docteur Laura Nossé, avec la zapette. Merci. Voilà, sur la gestion de la douleur postpartum. Donc bonjour à tous, merci Madame Keita pour l'introduction sur ce sujet qui, comme vous l'avez dit, va traiter de la gestion de la douleur en postpartum, mais hors césarienne. Donc cette présentation, elle va s'attacher à vous mettre en évidence, à mettre en valeur des éléments cliniques qu'il convient de connaître et de surtout ne pas sous-estimer afin de prendre en charge de façon adaptée des situations à risque du postpartum. Donc, quand on parle de douleurs post-accouchement par voie basse, paradoxalement, ce sont des douleurs qui sont assez méconnues et donc sous-évaluées et par de la même insuffisamment traitées. Ce type de douleur va concerner 3 types de pathologies, des douleurs gynécologiques, ostéoligamentaires et ce que j'appelle les douleurs qui vont induire, qui sont des signes d'alerte de complications du postpartum, que nous verrons par la suite. Une étude assez ancienne, en 2008, dans Pain, avait déjà mis en évidence que 10% des patientes présentent des douleurs persistantes 2 mois après leur accouchement, et pour 60% des cas, les douleurs étaient journalières, et que plus de 11% de ces patientes présentaient une dépression à cette même intervalle de temps, et dont le facteur de risque majeur était une douleur aiguë des 24 premières heures insuffisamment traitée. Il s'agit donc d'une donnée fondamentale qui va nécessiter que la prise en charge de la douleur soit adéquate dès l'accouchement par voie basse et dès le début du postpartum, en traitant 2 aspects, à savoir un traitement étiologique et un autre qui va être symptomatique. Alors justement, en traitement symptomatique, quels antalgiques utiliser? Je vous rappelle qu'il existe le site du CRAT qui est très utile pour savoir quels médicaments administrer au cours de la grossesse ou pour les patientes allaitantes. Et en cas de contre-indication, vous avez des alternatives qui vous seront proposées. En résumé, le paracétamol et les anti-inflammatoires peuvent être administrés chez la patiente allaitante. De même que pour l'accupant, mais dans un délai de 48 heures qu'il ne faudra pas dépasser. Au-delà, il est conseillé de suspendre l'allaitement et d'avoir un délai de 8 heures avant sa reprise. Pour le tramadol également, vous pouvez l'employer. Il n'y a pas de contre-indication dans les 4 premiers jours post-accouchement par voie basse du postpartum. Et de même pour la morphine dans les 72 premières heures. Attention, il n'y a pas d'indication à mettre de la codéine chez les patientes allaitantes. Il y a une alerte qui a été faite en 2015 par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Cette thérapeutique doit disparaître de vos protocoles de soins du postpartum. Alors, une des causes qui peut créer des douleurs pour ces patientes sont les déchirures périnéales, dont vous pouvez voir les images sur la droite. Un des moyens de les éviter est d'abord d'agir au niveau de la prévention. Comment? En diminuant le recours à l'épisiotomie. Justement, c'est ce qu'a mis en évidence la dernière enquête périnatale qui est sortie récemment, il n'y a pas très longtemps, puisque son recours a diminué de 20 à moins de 10%. Quoi qu'il en soit, si une épisiotomie est présente ou une déchirure, il faut que celle-ci soit prise en charge de façon efficace, c'est-à-dire avec une péridurale qui fonctionne, ou une rachianesthésie si la patiente n'a pas bénéficié de péridurale, ou vous pouvez même avoir recours au bloc pudendal. En postpartum, il est licite d'injecter 1 à 2 mg dans le cathéter de péridurale, mais notamment pour les déchirures périnéales de grade 3 ou 4, et notamment c'est celles qui auront une atteinte au niveau du sphincter du rectum. Pour les patients qui ne bénéficient pas d'anesthésie périmédulaire, il est recommandé d'utiliser plus le bloc pudendal que la filtration seule, avec le recours à la naropène pour son action prolongée. Attention également de ne pas utiliser de solution adrénalinée avec la proximité de l'artère pudendale. Ce type d'anesthésie va permettre des scores moins douloureux pour les patientes en postpartum. Y associer également le paracétamol et les anti-inflammatoires qui fonctionnent très bien sur ce type de douleur. Et d'autres thérapeutiques que vous pouvez donc y associer, telles que la mise de bouée pour éviter le contact, le sérum hypertonique ou l'utilisation de sutures par des fils résorbables par nos collègues obstétriciens. Deuxième aspect sont les douleurs ostéo-articulaires. Alors, il existe bien sûr des douleurs physiologiques, telles que les lombalgies qui vont être résolutives en quelques semaines. Je vous rappelle que la Cochrane a déjà prouvé depuis longtemps l'innocuité de la péridurale, qu'il convient de rappeler lors de nos consultations d'anesthésie aux parturientes. Les facteurs de risque de lombalgie connus sont notamment une faible musculature au niveau du dos et du pelvis, l'étirement des ligaments et notamment les positions d'allaitement. 2 situations pathologiques que vous pouvez mettre en évidence assez facilement avec une radio du bassin sont la disjonction symphysaire et les fractures du coccyx, pour lesquelles un traitement antalgique seul sera préconisé. Alors on va voir un des aspects importants de cette présentation qui concerne toutes les douleurs qui vont être dues à des complications du postpartum. Un des premiers points va être les céphalées. 4 diagnostics auxquels penser, notamment les céphalées post-brèche diurmérienne, pour lesquelles il va être licite, dans un délai de 24 à 48 heures, de mettre un traitement médical en associant INS, paracétamol,
la caféine, même le recours à la CTH, et dont le traitement étiologique sera le blood patch, dont l'indication précoce est une atteinte du 6 avec l'apparition d'une diplopie chez la patiente. Devant toute céphalée fébrile, pensez à la méningite qui va nécessiter la mise en place la réalisation d'une ponction lombaire et d'une antibiothérapie adaptée. Ne pas oublier la prééclampsie qui peut se développer également en postpartum, majoritairement dans les 4 premiers jours, mais jusqu'à 6 semaines du postpartum, pour lesquels il faudra mettre en place un traitement antihypertenseur et une surveillance avec un bilan vasculo-rénal et protéinurie des 24 heures. Ne pas oublier que la prééclampsie peut faire le lit du PRES syndrome et du syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible, pour lesquels une IRM cérébrale de diffusion pour le PRES et une angio-IRM pour le syndrome de vasoconstriction cérébrale vous mettra le diagnostic de façon évidente, en évidence. Pensez également au thrombophlébite cérébral devant toute céphalée chez une patiente avec des convulsions et des troubles neurologiques, des déficits neurologiques à bascule, pour lesquels il faudra réaliser un scanner injecté et le traitement sera une anticoagulation efficace. Il existe aussi tout un pan de complications mammaires, mais plus réservé à nos collègues obstétriciens pour leur gestion. En ce qui concerne les douleurs abdominales, 3 diagnostics auxquels il faut penser, notamment l'endométrite avec une douleur pelvienne sur un patient qui présente un syndrome inflammatoire et des leucémies malodorantes, pour laquelle il faudra mettre en place une antibiothérapie, une chirurgie avec notamment un curetage, principalement avec les césariennes qui est un des facteurs de risque majeur de rétention, et mettre en place également une anticoagulation préventive puisque l'endométrite fait le lit de la thrombose pelvienne. La thrombose pelvienne également, y penser devant toute douleur abdominale non calmée par nos antalgiques usuels, qui va nécessiter donc une imagerie et une anticoagulation efficace, et ne pas également oublier l'appendicite aiguë qui peut également avoir lieu en postpartum. 2 notions très très rares qui sont l'hématome périmédulaire et l'abcès périmédulaire qui vont nécessiter, si c'est le cas, une IRM en urgence et une décompression chirurgicale dans les 6 heures. Donc pour terminer, il ne faut pas négliger la douleur en postpartum qui, comme vous avez pu le voir initialement, peut créer un contexte psychologique avec des dépressions du postpartum majeures chez les patientes. Il va falloir reconnaître précocement une complication qui va nécessiter un traitement adapté à la fois étiologique et symptomatique. Cela va nécessiter la mise en place de protocoles de soins adaptés dans vos services et n'oubliez pas toujours d'informer la patiente. Très bien. Merci beaucoup, Laurane, pour cette présentation. Je regarde si j'ai des questions concernant votre topo. Ça y est, j'ai réussi à avoir des questions, mais sur les topos précédents. Donc, on fera une synthèse après. Donc voilà, c'était très important, je pense. On a exclu volontairement la césarienne parce qu'on a beaucoup de recommandations et de consensus autour de la prise en charge de la douleur du postpartum après césarienne, alors que l'accouchement voix basse, qui est quand même le mode d'accouchement le plus fréquent, et on l'a vu avec quand même quelques difficultés en termes de prise en charge de la douleur, c'est un peu le parent pauvre finalement de cette réhabilitation péripartum. Alors, moi j'avais une question, Laurane, par rapport à la céphalée des brèches durmériennes, après brèche durmérienne, pardon, la place éventuellement du bloc du ptérygopalatin. Est-ce que vous pensez Oui, il a toute sa place en fait dans l'intervalle des 24-48 premières heures comme traitement d'attente. Alors c'est vrai que sa réalisation nécessite quand même une coopération de la patiente puisque en fait ce ganglion est situé en arrière des fosses nasales, donc ça nécessite la patiente qui soit allongée en hyperextension de la tête et de lui mettre, en fait, comme le réaliser comme un test PCR, et de rester quand même appliqué pendant quelques minutes. Donc dans l'article qui avait été fait, il mélangeait la naropène 0,5 avec de la xylocaïne. Mais souvent, les patientes, quand on leur explique vraiment comment ça va être réalisé, elles ne sont pas forcément en favorable. Mais ça peut être proposé en traitement d'attente. Pierre-Yves ? Ben oui, une fois de plus, je rebondis sur le bloc sphénopalatin. Moi, je suis pas encore convaincu. On s'en fout de ce que je pense, mais ce qui est important, c'est il y a une étude qui fait quand même bloc sphénopalatin versus placebo avec du sérum physiologique, et il n'y a pas de différence. Donc, à partir du moment où on considère qu'il est licite toujours d'attendre 48 heures avant de faire un blood patch parce que le taux de réussite est plus important, mais on ne sait pas si c'est associé ou s'il y a vraiment un facteur de causalité, et qu'il faut probablement, je rejoins
notre oratrice précédente sur le fait que quand on a des atteintes de nerfs crâniens, il faut probablement être plus proactif, même si ce n'est pas démontré. On a tous l'intuition que c'est ce qu'il faut faire. Alors pendant ces 48 heures-là, je crois qu'on peut essayer tout ce qu'on veut, y compris un placebo, mais je ne suis pas certain que le bloc du ganglion sphénopalatin soit démontré efficace. Moi, je voulais juste revenir sur l'atteinte de la diplopie. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est un nerf qui est assez petit, qui passe en arrière du rocher, en fait, il est rapidement comprimé. Et avec la traction de l'encéphale aussi, et en plus, il va être étiré. Et donc, ça va aller créer des lésions de neuropraxie, et notamment, il va y avoir une récupération lente. C'est pour ça qu'en fait, il faut un blood patch assez précoce dans ces cas-là. La néostig mini-V à des petites doses a trouvé aussi sa place pour les céphalées post-brèche. Au moins un article, effectivement, Oui, à confirmer. Mais avec des effets secondaires très importants, avec nausées, vomissements, troubles abdominaux et hyperactivité vésicale. Effectivement. C'est pas très bien toléré par les patientes, mais c'est une piste. Parce aussi. qu'on est un peu démunis, c'est vrai, par rapport à ces céphalées post-brèche, en sachant que les traitements symptomatiques, on est souvent un peu limite avec ça. Les patients ne sont pas toujours tout âgés. Et un des messages importants, mais je pense que vous l'avez compris, c'est d'aller rapidement finalement au blood patch si vous êtes en échec avec les traitements symptomatiques et surtout s'il y a des signes associés, comme les signes oculaires, notamment, ou des céphalées extrêmement invalidantes pour les patientes. C'est vrai qu'il est habituel de dire d'attendre 24 heures, mais si la symptomatologie est très bruyante, il faut aller rapidement au blood patch. Parce que la difficulté derrière, ou en tout cas le risque, et peut-être que certains d'entre nous l'ont vécu, c'est l'hématome sous-dural qui peut survenir dans ce type de situation. Et peut-être juste rappeler le caractère inhabituel d'une céphalée, par exemple une patiente qui avait des céphalées post-brèche dumériennes qui changent, doivent rapidement procéder à une imagerie, parce que ça peut être une complication, une hémorragie ou autre qu'il faut rechercher également. Absolument. Alors peut-être dernière question si on en a sur ce sujet, sinon on reviendra au moment de la conclusion. Hop. Non, c'est toujours sur l'arachide. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Laurane.